Yepa untariazia yepa. Yepa 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 Ponon vice Quando tole Naminu deice o Wanamo agbon Beni naminu eice o Wakana fon e kaka Dokpele Do veye tongbo e goitole Kanogi go e Dodo kunye ton leji Yepa untariazia yepa ye Yepa untakiazia yepa Yepa ye yepa ye Yepa ye yepa ye Yepa untariazia yepa Yepa untakiazia yepa Tum 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 tika kanta tika tika kanta kata kum kum tika kanta tika 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 kum 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 tika kanta tika 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 kanta kum kum tika kanta tika 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 yepa ya yepa ye yepa ya yepa ye yepa untariazia yepa yepa untakiazia yepa. Bonjour. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des AOC de l'égalité. Le temps d'une soirée, les apéros d'origine contrôlée permettent de mieux comprendre les problématiques de société en rencontrant ceux qui agissent au quotidien. La 13e édition des AOC de l'égalité se déroule du 1er au 12 décembre. Vous pourrez retrouver tous les lives et tous les podcasts sur le site des AOC, www.aocégalité.fr. Aujourd'hui, 5e jour donc de ces AOC, nous allons parler de la précarité alimentaire en temps de Covid et poser la question, on a fait ce qu'on a pu et maintenant 5 invités pour débattre de cette question. Nous avons 1 heure devant nous jusqu'à 19h et ensuite nous avons droit au concert d'Élodie Alice et Guillermo Roala. Les invités, Béatrice Bonzi, qui est anthropologue, elle a fait une thèse qui s'intitule « Fin de droit, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Elle rappelle dans cette thèse que le droit à l'alimentation est un droit fondamental et que l'accès direct, régulier et en quantité suffisante à la nourriture n'est toujours pas garanti en France pour l'ensemble de la population. Les distributions faites par des associations et des bénévoles mettent en œuvre un droit par le bas et de cette manière contiennent une violence, ce que Bénédicte Bonzi nomme des violences alimentaires. Elle rappelle aussi la responsabilité et le rôle de l'État français quant à l'application du droit à l'alimentation, droit qu'il a ratifié et inscrit dans la loi, mais qui n'est pas réalisé. Bénédicte Bonzi est en duplex avec nous, elle n'est pas présente dans le studio, mais je la vois sur l'écran et elle est bien présente. Autre invité, Bernie Calatayud, du collectif Bienvenue, dont l'objet premier, ce collectif n'est pas de faire de la distribution alimentaire, mais avant tout de réaliser des actions artistiques et culturelles au profit d'associations qui viennent en aide aux migrants, notamment à SOS Méditerranée. Mais cette association s'est saisie de cette mission de distribution durant le premier confinement et la poursuit aujourd'hui. Cécilia Fonseca, du collectif Les Gratuits Gironde Solidarité. Ce collectif se présente comme une équipe de plusieurs personnes qui tentent de venir en aide le plus simplement et le plus directement possible aux personnes en difficulté qui dorment dehors ou avec peu de ressources, notamment via des maraudes à Bordeaux pour distribuer aux personnes à la rue nourriture et produits de nécessité. Estelle Salavoutas, du Centre social Bordeaux-Nord, qui coordonne notamment au sein du Centre social le projet MIAM, Maison interculturelle de l'alimentation des mangeurs et mangeuses, qui est un lieu de ressources, d'information, de diffusion, de formation, d'échange, de pratiques, d'expérimentation et de mutualisation autour de l'alimentation durable. Cette association a pour objectif de permettre à tous d'accéder à une nourriture saine et de qualité en faisant évoluer les comportements alimentaires et en favorisant le lien producteur-consommateur. Vous pouvez trouver là encore sur le site MIAM du Centre social Bordeaux-Nord une charte, la charte des MIAM. Dernier invité, David Fima de l'association VRAC, qui signifie Vers un réseau d'achat en commun.
VRAC est né à Lyon, existe aujourd'hui dans plusieurs villes, Lyon, donc Strasbourg, Paris, Toulouse et Bordeaux. Cette association favorise le développement de groupements d'achat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Son projet est orienté vers l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne, biologique, équitable, à des prix bas, grâce notamment à la réduction des coûts intermédiaires, par exemple les circuits courts, et des coûts superflus, à la limitation des emballages. Donc, il va être question pendant cette heure de la précarité alimentaire, notamment en temps de Covid, à partir du témoignage des invités et de courts reportages réalisés par Eau de Radio sur le terrain. Nous ferons un état de ce qui a été réalisé et tenterons de répondre à cette question qui est donc le titre de la rencontre. On a fait ce qu'on a pu et maintenant. Après ces échanges donc, qui nous mèneront à 19h, comme il est d'usage dans les AOC, nous pourrons participer à un moment artistique et musical avec la prestation d'Elodie Alice et Guillermo Roata, qui, vous le verrez, n'est pas sans rapport avec le sujet de notre débat. Alors, premier sujet, on va lancer le premier son. À ce moment, je passe des périodes très précaires. Je vis dans la précarité, carrément. Donc je vis très mal le confinement. Surtout le premier confinement, il a été plus strict et plus sévère. Que le confinement il a commencé, il était un peu difficile, même pour moi aussi, pourquoi j'habite dans un squat. Et mon mari, il est trouvé sans travail. Il était un peu difficile. Là-bas, quand j'habite, on sont 300 personnes dans la zone. Et c'est pas que moi, c'est presque tout qu'il était sans travail. Maintenant, on ne voit pas que vraiment les moyens et ils se trouvent en situation difficile. Ça peut servir, en fait, pour moi, Secours Populaire, ça peut servir à tous âges, à tout. C'est pas uniquement que pour parce que ça peut, comme maintenant, en ce moment, on a ce problème de Covid. Eh ben, on trouve des gens qui étaient, situation, ils étaient bien, et là, ils se trouvent situation très très délicate et ils ont besoin. On l'entend, hein, des personnes ont vécu très mal ce confinement, ont amplifié la précarité, les difficultés de vie. J'ai posé la question à Cécilia Fonseca. Vous faites des distributions alimentaires de produits nécessités pour des personnes à la rue ou qui vivent dans des très grandes précarités. Il y a eu un accroissement des besoins durant la période de confinement. Est-ce qu'on peut quantifier cet accroissement? Autrement dit, quelle était la situation avant, pendant et après le confinement sur cette question de cette précarité et notamment par le biais des distributions alimentaires et de produits de nécessité? Alors pour répondre à la question, on va le quantifier très simplement, c'est-à-dire qu'on est passé de 50 personnes en centre-ville avant le confinement à 70 en centre-ville, 70 au lac. Et actuellement, au lac, on est à peu près 140 personnes qui viennent à la distribution alimentaire. Et on a en centre-ville 80 repas qui sont distribués tous les dimanches soirs. Vous fonctionnez comment alors pour ces distributions? Alors pour les distributions, donc le dimanche, on distribue en maraude, donc on se déplace, on part du Grand Théâtre, on va jusqu'au marché des Capucins et on sillonne la ville. On est 12 personnes à sillonner la ville. On apporte de l'aide alimentaire, mais pas que. On apporte de l'hygiène, on apporte des vêtements, on apporte des duvets, on apporte du thé, du café, de la soupe, des boissons chaudes. Et au lac, on a une distribution en point fixe sous un barnum, une fois par semaine, le mardi. Et là, c'est pareil, on apporte le maximum de choses que l'on peut collecter durant toute la semaine pour les distribuer à bord de lac. Et vous les collectez de quelle façon? Alors, on les collecte. Alors, on a plusieurs points d'entrée. On a la banque alimentaire. On a les dons des particuliers, beaucoup. On a les collectes qui sont organisées dans des lieux fixes. On a des dons qui nous sont faits par d'autres collectifs comme Bienvenue, par exemple. On a des dons qui nous sont faits aussi par la piraterie, qui va beaucoup chercher des légumes et des fruits. Et c'est ce qui nous permet d'amener aussi des produits frais à Bordeaux-Lac. Vous pouvez nous dire ce qu'est la piraterie? Alors, la piraterie, c'est un lieu de vie qui est donc sur Bordeaux et qui est organisé donc par Rachid et qui a à peu près une vingtaine de personnes, je pense, sur le lieu. Beaucoup de femmes et enfants qui vivent là. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes qui sont elles-mêmes précaires peut-être et qui vont
de plus apporter un soutien, une aide à d'autres personnes précaires? C'est exactement ça. C'est des gens qui sont déjà dans l'aide à la précarité, qui ouvrent des lieux de vie pour pouvoir mettre des gens à l'abri et qui en plus viennent en soutien aux autres collectifs, aux autres maraudes. D'accord. Donc ce qu'on entend, c'est que évidemment cette période de confinement, cette période de Covid a amplifié fortement les besoins et donc le travail que vous avez pu mener. Alors nous, surtout, on était beaucoup sur le centre-ville et la période de Covid nous a amenés sur un autre terrain qui est celui de Bordeaux-Lac, où on s'est retrouvé face à une population qui, du jour au lendemain, ne pouvait plus bouger de là. Pas d'attestation, pas de masque. Enfin, à l'époque, il fallait imaginer qu'il n'y avait même pas de gel, il y avait rien en fait. Donc les gens n'ont pas pu beaucoup travailler dans ces populations qui étaient au lac, beaucoup travailler dans la restauration, dans la plonge. Certains étaient même en CDI. Et à ce moment-là, en fait, ils se sont retrouvés complètement isolés et complètement abandonnés à Bordeaux-Lac. Et ils ont lancé un appel alors via les réseaux sociaux et on y a été, voir sur place. Donc il y avait déjà des associations qui étaient sur place comme Morty et Diamant des Cités, mais finalement pas tant que ça d'associations qui aidaient là-bas. Et donc du coup, on s'est mis à y aller aussi régulièrement. Je précise bien sûr que c'est une association entièrement composée de bénévoles. Totalement composée de bénévoles. Merci. Bernie Calatayud, l'association collective Bienvenue n'avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas pour vocation première d'effectuer des distributions alimentaires. Comment elle a été amenée à se lancer dans ces actions? À partir de quel constat? Bien parce que, bon, déjà, moi, j'œuvre personnellement pour des squats. Je leur amène des fois de la récup aussi, de façon personnelle. Et je me rendais compte que dans ces lieux-là, il n'y avait plus personne qui pouvait bouger. Il fallait, effectivement, comme le disait Cécilia, pas d'attestation. Le travail était à l'arrêt total, parce qu'il faut savoir quand même que la plupart travaillent de petits boulots, au black ou pas, enfin bref. Et on s'est retrouvé avec une population aussi d'enfants, énormément d'enfants, puisque c'est d'abord eux qui ont été ciblés, puisqu'ils étaient à l'arrêt. Donc des familles qui, au départ, travaillaient, mais avec des enfants qui, normalement, mangeaient à la cantine. Ce repas-là n'était pas assuré par les familles. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, là, il y a une demande, au moins pour 15 jours, 3 semaines. On n'avait pas du tout l'intention d'aller jusque... Et on est allé jusqu'au 19 juin. Donc, après confinement, on a fait un déconfinement tout doucement. Mais voilà, l'urgence, elle était là. Et puis elle s'est aggravée. En plus, du coup, on est parti aussi du constat que toutes les associations s'étaient mis à l'arrêt parce que les bénévoles des associations comme le Secours Populaire, Restos du Cœur, etc., fermaient pour manque de bénévoles, puisque les bénévoles sont essentiellement des personnes âgées, à la retraite, etc. La banque alimentaire était aussi avec une problématique de manque de bénévoles. Donc nous, on avait des gens qui nous ont dit, nous, on veut bien faire quelque chose. Ils étaient plus jeunes, hyper motivés. Et on a dit, allez, go, on y va. Donc on a démarré dès le 16 mars, en fait, de récolter les restos fermés aussi. Donc il y avait une grosse demande d'un côté et aussi beaucoup de dons de l'autre. Donc on s'est dit, allez, on va coordonner tout ça. Et il nous fallait une zone de stockage. Parce que Bienvenue n'a pas de locaux, rien du tout. Et pour trouver quelque chose de assez grand, etc., on a demandé à Darwin s'ils pouvaient nous aider là-dessus. Et ils ont répondu présent très rapidement. Et alors, logistiquement, comment ça s'est organisé? Puisque c'est quelque chose, c'est un métier, on pourrait dire, que Bienvenue n'a pas l'habitude de faire. Et il a fallu quand même très vite se mettre en ordre de marche. Alors là, voilà, tous les jours on faisait des erreurs. C'était pas super non plus. On a capoté des fois, mais on est arrivé au bout du compte dès la première distribution à distribuer pour 600 personnes. Le pari était assez fou parce qu'on voulait vraiment donner des aliments récupérés et achetés pour un repas par jour et par personne, d'abord pour 400 à 600 personnes, et puis on a évolué comme ça jusqu'à 1200 personnes. Oui, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Essentiellement des personnes vivant en lieu de vie, en squat, des personnes étrangères ou de nationalité française ou européenne.
Oui, toute nationalité. On servait à peu près pour une trentaine de nationalités. Sur une quarantaine de squats qui allaient du petit squat où il y a 2-3 personnes à la zone libre, par exemple, où il y avait 300 personnes. Oui, donc c'est énorme. S'il faut ajouter à ça, au-delà du travail mené par ces deux collectifs, ces deux associations, toutes les autres associations qui ont continué. Alors, effectivement, celles dont vous avez parlé tout à l'heure, comme le Secours populaire ou les Restaurants du Cœur, qui ont pu être, disons, de façon très réduite, fonctionner de façon très réduite, en raison peut-être de l'âge des personnes et des risques de contagion, mais aussi d'autres se sont mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même sur Bordeaux, et j'imagine aussi dans de nombreuses autres villes, une très très forte mobilisation qui est d'abord et avant tout une mobilisation citoyenne. Oui, il y avait les enfants de Coluche qui ont l'habitude de faire de la distribution alimentaire également, qui étaient là, mais qui ont principalement servi déjà les squats qu'ils ont l'habitude de servir pour à peu près 400 personnes, mais il a fallu une semaine, 15 jours pour qu'ils se remettent en route aussi, parce qu'ils dépendaient aussi de la banque alimentaire. Et puis, ils ont aussi, œuvré plus près des camps, des bidonvilles sur Métropole, Bordeaux et Bordeaux Métropole, puisqu'ils avaient plus l'habitude du contact de ces personnes-là. Mais l'idée, c'était de se répartir un maximum, parce qu'il faut savoir qu'il y a 120 squats et campements sur Bordeaux Métropole. Et avec l'aide de l'AMI sur squat de Bordeaux Métropole et du GIP, le groupement interrépublique, les médiateurs, en fait, nous sommes répartis, en fait, les différents squats de l'agglomération. David Fima voulait réagir à ce témoignage ? Oui, c'était pour illustrer, en tout cas avec des chiffres juste au niveau national. On estime que donc en 2020, il y a eu presque entre 30 et 50% de personnes en plus qui ont eu recours à l'aide alimentaire. Donc il y a, pour situer un peu l'ampleur de la situation et le fait qu'il y a effectivement eu tout un tas d'associations, de collectifs qui se sont mobilisés en plus. Et pour mesurer encore plus l'état de la situation, il faut avoir en tête que ce chiffre, il avait déjà été multiplié par 2 suite à la crise de 2008. Donc en fait, on passe régulièrement à des stades qui font qu'augmenter finalement la précarité alimentaire. Et on a de plus en plus besoin de recours en fait à des solidarités citoyennes. Oui, on a de plus en plus recours à des solidarités citoyennes, peut-être parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, que les collectivités publiques remplissent plus ou moins, ou peut-être pas, mais ça va être le sujet d'une partie ultérieure, ce rôle-là. Estelle voulait intervenir. Oui, moi je voulais dire... Oui, ça me touche et ça me parle ce que tu as dit, Bernie, juste avant, notamment par rapport aux enfants. Le fait d'avoir, sur le premier confinement, le fait que les écoles, les maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées et bien sûr les études, sans parler des étudiants, que tout soit fermé. En fait, les familles se sont retrouvées à devoir... assumer de la nourriture, une alimentation quotidienne pour un nombre de personnes beaucoup plus important, ce qui a complètement déstabilisé aussi des familles déjà précaires, pour celles qui sont dans la précarité, encore plus pour celles qui sont en squat, etc., bien entendu. Et ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tout le monde a été débordé. Il a fallu soutenir de tous côtés, et notamment par rapport à la question de l'enfance. Merci. Une dernière intervention avant le sujet suivant par Cécilia Fonseca. Je vais rebondir sur ce que disait Estelle. D'un côté, les enfants ne pouvaient plus aller à la cantine, et de l'autre côté, il y avait tout qui était stocké dans les cantines et qui allait finir à la poubelle si justement il n'y avait pas eu cette boucle de répartition et de dons vers les associations de ce qui se trouvait dans les cantines scolaires. Merci. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme souvent, qui étaient très gênés parce que c'était la première fois qu'ils demandaient de l'aide. Ils n'osaient pas demander à leur famille, donc certains pleuraient. Franchement, je l'ai vu. Franchement, ils ne savaient pas où était leur avenir. Ils étaient perdus. Ils étaient perdus à ce moment-là. Bon, on était là pour les aider, pour les réconforter, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de vision. Pas de vision de l'avenir. Comme maintenant, c'est un peu... Les gens étaient vraiment désorientés et ils ne savaient pas où aller, surtout avec les enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, de jeunes couples avec des enfants. Voilà.
Voilà, des gens très gênés, des gens perdus, qui pleuraient, des personnes nouvelles qui n'avaient pas l'habitude de demander de l'aide, de cette aide alimentaire. Bénédicte Bonzi, peut-être, pouvez-vous nous en dire plus sur cette violence finalement ressentie par les personnes qui est le sujet de vos travaux? Oui, je pense que ce qui est vraiment important dans ce témoignage, c'est de noter la difficulté qu'il y a à aller demander de l'aide, et particulièrement pour se nourrir. Et je crois que c'est vraiment important de l'entendre et de le comprendre parce qu'il y a tout un discours qui vient dire que les personnes resquillent, profitent des aides, etc. Et souvent, on oublie en fait la difficulté que c'est de ne pas pouvoir se nourrir soi-même et d'être obligé de demander de l'aide. Le travail que j'ai fait et la proposition en fait de définir les violences alimentaires, c'est vraiment pour essayer de sortir de l'état de fait qu'on a besoin de l'aide alimentaire pour nourrir les personnes. Là, sur tout ce qui vient d'être dit, on comprend que face au Covid, on se retrouve dans une crise et dans un état d'urgence. Mais la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est normal d'avoir une urgence qui dure pendant des décennies, puisque les Restos du Cœur qui devaient ouvrir qu'une saison sont toujours en place. Alors après, pourquoi parler de violence et de violence alimentaire? Alors c'est certainement pas pour dire que ceux qui distribuent de la nourriture sont violents, loin de là. C'est bien au contraire pour montrer que la violence, elle se situe plus haut et qu'elle est liée en fait à un contexte dans lequel on ne respecte pas les droits des personnes, notamment le droit à l'alimentation. Et j'avais juste envie quand même de rappeler que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25.1 qui parle de l'accès à l'alimentation dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Et alors, j'ai un écho. On va régler ça. Voilà, du coup c'était dur. Donc je pense que c'est important de se questionner sur ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire que la France, comme d'autres États, disent ratifier en fait des textes comme celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ensuite dans la mise en œuvre des choses, on a un droit qui s'applique pour la population. Et on a des choses spécifiques qui encadrent l'aide alimentaire et qui ne donnent pas accès à la même chose. Et ce que ça produit sur les gens, c'est une violence. Et c'est bien ça, en fait, que je qualifie de violence alimentaire. C'est ce que ça produit chez les personnes. C'est ces atteintes et physiques et morales qui font qu'on ne sort pas indemne de venir à l'aide alimentaire. Il y a un impact psychique, il y a un gros sentiment de honte, mais pas seulement. On peut dire que autour de l'aide alimentaire, il y a une forme d'isolement qui peut être vécue par les personnes. Il y a énormément de frustration par rapport à des produits qu'elles ne choisissent pas, énormément d'intimidation parce qu'il y a un gros contrôle qui s'exerce. Il faut justifier de sa pauvreté dans certains cas pour pouvoir avoir le droit à quelques kilos de nourriture. Et puis il y a aussi une forme d'inversion de la faute et de culpabilité, c'est-à-dire que on a un petit peu ce que je disais en point de départ, on a tendance à dire que les gens ils sont là parce qu'ils ont pris qu'ils pourraient aller travailler, et finalement le fait de ne pas accéder à l'alimentation, c'est vraiment à entendre comme une perte des droits en cascade. On l'a entendu dans les premiers témoignages. C'est des personnes qui ne peuvent pas aller travailler, qui n'ont pas accès au logement, certainement pas accès à la santé, et à ça s'ajoute la question de ne pas avoir accès à l'alimentation. Et pour pas faire trop long, mais pour quand même continuer à parler de cette forme de violence, vraiment dire aussi que c'est bien dans un pays où on a une profusion de nourriture qui circule en abondance, et le fait que des personnes n'y aient pas accès quand la nourriture vient d'être produite, quand elle est bonne, je pense que c'est ça qui est scandaleux, et c'est un peu ça la plus grande des violences. Et peut-être là où il faut continuer à se questionner, dans le sens où
beaucoup de choses sont mises en place en fait pour que les personnes puissent manger. Et aujourd'hui, dans les mécanismes qui se mettent en place, on donne l'accès à l'alimentation pour créer une deuxième valeur, un deuxième marché. Je ne sais pas trop comment le dire. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut avoir en tête. L'illustration qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est un rapprochement qui a été fait par rapport à la mise en place de la loi Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans laquelle finalement on met en parallèle le fait de produire trop et de jeter en fait, et le fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas accès à l'alimentation. Et on essaye de résoudre cette équation ensemble. Et il y a un vrai problème de dignité, c'est-à-dire que si de la nourriture était jetée, est-ce que la réponse est de la distribuer ou de la donner aux personnes qui ne l'ont pas? Est-ce que c'est pas les priver de leur choix alors que il faudrait leur garantir le choix à une alimentation de qualité? Et en ce sens, ce qui se passe aujourd'hui, et puis les associations qui sont là pourront en témoigner ou dire qu'elles ne le vivent pas comme ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le don des grandes surfaces, dont on parle beaucoup, c'est qu'auparavant, par rapport à la destruction de nourriture, les grandes surfaces devaient payer cette destruction de nourriture. Et aujourd'hui, pour les inciter à donner, elles ne payent plus la destruction de la nourriture. La nourriture est donnée. Donc comme elle est donnée à des associations, ils bénéficient d'une défiscalisation. Ils peuvent aussi avoir un remboursement de la TVA parce que c'est une perte. Et comme les associations prennent à leur charge le fait de venir chercher la nourriture, ils n'ont pas à assurer en fait toute la logistique qu'il y a sur le tri des denrées. Donc les grandes surfaces, en fait, dans la mise en place de la loi Garot, sont gagnantes. Et sur l'évaluation de cette loi, on en vient à dire que les associations sont très fortes pour faire de la récupération et qu'en ça, elles luttent pas que contre la précarité, mais qu'elles préservent l'environnement, etc. On les valorise là-dessus. Pourquoi pas, mais est-ce que c'est leur rôle et est-ce que c'est leur but? Je pense que là aussi, j'interroge finalement ceux qui sont autour de la table. Est-ce que finalement, si le choix était donné d'avoir accès aux produits quand ils sont frais dans les champs et quand ils viennent d'être cueillis, est-ce que ça ne serait pas plutôt vers ces produits que les structures se tourneraient que du fait de devoir aller récupérer dans un supermarché des produits qui souvent sont retriés parce qu'il y a beaucoup acheté et c'est les associations qui du coup font le sale boulot de jeter ce que la grande surface n'a pas acheté et pour lequel elle a récupéré quelques centaines voire parfois milliers d'euros. Merci de cette intervention vraiment tout à fait passionnante. Cécilia voulait peut-être réagir sur cette question des grandes surfaces, et finalement d'une distribution d'une nourriture qui est peut-être à peine mangeable parfois, cette question de la défiscalisation et concrètement comment vous vivez ça sur le terrain? Alors concrètement, je pense que c'est surtout les bénéficiaires qui le perçoivent. Nous concrètement, par exemple, on a chaque semaine des boîtes entières de raviolis. Et je pense qu'effectivement la question de choix se pose. Ils en ont marre des raviolis. Ils nous le disent même clairement. Ça, c'est pour illustrer le premier propos sur le choix. Et la deuxième chose qu'on a bien remarqué, c'est qu'ils apprécient d'avoir ne serait-ce qu'un ticket de 10 € pour aller choisir ce qu'ils veulent en magasin et leur laisser effectivement ce libre arbitre de choisir s'ils veulent acheter des légumes ou des pâtes, quoi. Pas leur imposer uniquement ce qui n'a pas été en fait acheté par d'autres personnes. Et ce côté d'imposer effectivement 4 ou 5 produits de base, ça limite de fait leur alimentation et c'est pas ce qu'ils souhaitent. Effectivement, ils aiment cuisiner, ils aiment créer eux-mêmes leurs plats, créer leur mélange et ils n'ont pas cet accès à la diversité et au choix des produits. En plus de ça, je dirais que comme c'est des aliments en bout de course, comme surtout les fruits et légumes, ils perdent totalement de leurs bienfaits, leurs vitamines, etc. Donc il y a, on les nourrit, mais on sait très bien que ils n'ont pas les apports nutritifs comme on pourrait les avoir quand on achète le produit depuis le producteur, quoi.
Oui. Estelle? Oui, pardon. Et parce que l'alimentation ne peut pas se réduire qu'à ce qu'on met dans le ventre, c'est qu'est-ce qu'on met dans le ventre, et ça c'est valable pour tout le monde. Et d'ailleurs c'est une question à la fois qui est environnementale, l'alimentation, culturelle, sociale, donc à un moment et économique bien sûr. Mais ce n'est pas uniquement ce qu'on introduit pour pouvoir saturer sa faim, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on ferait pour nos enfants et qu'est-ce qu'on doit faire pour tous les enfants qui vivent dans ce pays. Et les adultes, bien sûr. Personnellement, c'est comme ma famille. Je le dis, je le sens et je le dis, ils le savent. Hein. Donc pour moi, c'est comme en fait le secours populaire, quand je viens, c'est pas pour chercher de la bouffe. Vous mangez des kakis? Moi, j'adore ça. Ils sont bons comme ça? Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, j'adore ça. Franchement, à part les courses, pour moi, c'est important. Parce qu'il y a le contact. Le contact, il y a comme moi, je parle de moi. Vraiment, j'ai besoin des fois des conseils, des orientations. Cet alimentaire, vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour nous. C'est une bouffée d'oxygène. On arrive à survivre, pas à vivre correctement, mais à vivre au moins, à manger quelque chose le soir. Et je dois remercier beaucoup la générosité de ces associations qui m'ont vraiment aidé. C'est un apport très positif pour tous les gens que vous voyez ici. Je suis venue avant pour chercher des colis d'aide alimentaire. Après, j'ai demandé pour travailler, pour aider. Et ils sont acceptés. Ça fait presque 4 ans aussi que j'aide à Secours populaire. On aide pour les vêtements, pour ranger 2 fois par semaine. Aussi pour faire des colis, aider pour l'alimentation. Voilà, c'est comme ma famille, entend-on. On ne vient pas là seulement pour chercher de la bouffe, de la nourriture, on vient pour le contact. Une bouffée d'oxygène, le remerciement de la générosité des associations. Alors je voudrais poser la question à Bernie et à Cécilia. Lors des distributions alimentaires qui ont été réalisées par le collectif Bienvenue, par les gratuits, est-ce que vous aussi vous avez constaté qu'au-delà de la nourriture, c'est autre chose qui est apporté, quelque chose dont ces personnes ont besoin, quelque chose comme de la solidarité, de la chaleur humaine? Bernie, peut-être pour commencer? Oui, c'est clair que de toute façon, quand on amenait le colis dans chaque squat, on amenait aussi nos sourires, ils voyaient du monde, parce que le contexte était vraiment particulier. Hein, ils n'avaient pas le droit de sortir, ou ils ne pouvaient pas sortir, enfin voilà. Donc c'était peut-être, des fois on arrivait, on était leur seule visite de la semaine. Donc ils nous attendaient. Ils n'attendaient pas que le colis, ils attendaient les bénévoles qui arrivaient avec leur sourire et tout ça. Et puis aussi, il y en a qui ont voulu participer aussi. Il y a quelques alors j'aime pas trop ce terme, mais quelques bénéficiaires qui aussi devenaient bénévoles. Donc, et ça faisait partager aussi des super moments au sein même de l'équipe aussi. Voilà. Cécilia, ce même constat ou plutôt avec les personnes à la rue, c'est peut-être un peu différent ou... Non, même constat. C'est au-delà de l'aide alimentaire, c'est un apport humain. On apporte quelque chose, mais on apporte plus que ça. C'est presque pour certains des liens d'amitié qui se sont créés avec beaucoup des personnes qu'on a rencontrées. On en a beaucoup qui nous aident énormément, que ce soit Patrick, Salem, Cyril, André. C'est des gens qui maintenant nous connaissent, on les connaît très bien, ils nous appellent même régulièrement en cas de problème. On les aide, ils ont une question, ils nous appellent, ils ont besoin d'un coup de main sur un papier administratif, on les aide. Donc c'est des liens vraiment qui se sont créés avec les personnes, et beaucoup ont rejoint nos rangs en fait effectivement en tant que bénévoles. Et ça participe aussi à fédérer énormément de choses, c'est-à-dire qu'ils connaissent les autres personnes qui sont dans la rue, ça permet de calmer certaines tensions, ça permet de canaliser aussi beaucoup de choses. Donc c'est vraiment au-delà de l'aide alimentaire. On pouvait aussi les orienter vers d'autres droits aussi. Je pense à une personne qui avait très mal aux dents, qui est là depuis pas mal de temps et qui ne savait pas qu'il y avait le pass Saint-André qui faisait les urgences dentaires, par exemple. Et donc on distribuait aussi pendant les distributions alimentaires un petit document de toutes les
des associations qui donnaient où ils pouvaient aussi prendre une douche. Et ce problème était très important puisque les douches étaient également fermées. Il faut savoir qu'il y avait, dans l'alimentaire, j'inclus l'eau. Je ne sais pas si vous le faites également. Et l'accès à l'eau était très très problématique dans l'agglomération bordelaise, que ce soit pour les SDF, mais que c'était aussi problématique pour les campements et les squats. Alors la mission squat avait fait en sorte qu'il y ait l'accès à l'eau assez rapidement, mais pendant pas mal de semaines, on a galéré. Voilà. Bénédicte Bonzi, vous parlez de cette violence alimentaire et là on entend quand même quelque chose de l'ordre d'un réconfort apporté aux personnes, assez bénéficiaire. Effectivement, ce mot est un peu difficile, des distributions alimentaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de paradoxe finalement entre d'un côté la violence ressentie par ces personnes et d'un autre côté quand même de se sentir accompagné, soutenu, en famille comme ils le disent? Eh ben, on est en plein paradoxe, mais c'est aussi toute la force du don. C'est-à-dire qu'à travers le don, il y a cette forme d'obligation dans laquelle on va forcer à rendre. Mais c'est aussi ce qui permet de faire circuler les choses entre les personnes. Et en ce sens, ce que font les bénévoles et comment ils le font est essentiel. C'est-à-dire que pour les bénévoles avec lesquels j'ai distribué de la nourriture, la grande majorité considéraient que les personnes avaient droit à cette nourriture. Et donc, ce qu'ils venaient distribuer, c'était déjà comme appartenant à la personne. Ils n'étaient pas en train de donner de la nourriture. Par contre, ils ajoutaient des choses, ils ajoutaient de leur sourire, de l'envie de partager des choses, etc. Et c'est tout ça qui fait circuler en fait de la reconnaissance, de la considération que les personnes n'ont pas reçue à d'autres moments, de la considération en tant qu'individus qui sont importants, qui font partie d'une société. Eux, en leur donnant ce droit-là, parce qu'eux le considèrent déjà comme un droit, ils interviennent de manière très puissante et ils créent un lien très fort. Et c'est en ça qu'il y a, grâce à la circulation de nourriture, grâce à l'aide alimentaire, cette forme aussi de résistance qui se met en place et des liens très étroits entre les bénévoles et puis les personnes qui viennent chercher à manger ou qui parfois viennent chercher bien plus qu'à manger, qui viennent chercher comme je le répète parce que ça me semble très important, qui viennent aussi chercher de la reconnaissance, d'être là, d'être bien là et d'être une personne qui mérite de recevoir sourire et considération. Et en ça, je pense que l'ambiguïté, elle vient du fait que les bénévoles qui donnent bien plus de la nourriture et le fait de situer tout ça dans le paradoxe du don, c'est aussi de penser à qu'est-ce qui a été rendu et quelle est la capacité qu'on donne à l'autre de rendre. Donc, est-ce que, comme je viens donner un sourire ou comme je viens donner un lien social, la personne va tout de suite pouvoir me faire un retour et puis finalement, du coup, elle ne s'endette pas. Ou alors, quand la grande surface donne et puis qu'elle reçoit une défiscalisation, j'en veux aux grandes surfaces, vous voyez, je reviens dessus, et qu'elle va recevoir une défiscalisation, est-ce qu'elle n'exclut pas tout simplement de la sphère la capacité de celui qui va recevoir la nourriture à rendre? Et je vais même aller plus loin et là être moi-même peut-être violente dans mes propos, mais est-ce que du coup elle n'utilise pas ces personnes qui reçoivent de la nourriture comme une variable d'ajustement de leur surproduction et de leur mauvaise gestion de stock? Et c'est en ça en fait qu'il y a toute cette ambivalence dans le don et que c'est très important, ça a été dit, la nourriture fait bien plus que ça. Et donc choisir d'où vient la nourriture, choisir la nourriture qu'on consomme et avoir la main sur toute cette filière, ça devrait également être garanti dans l'aide alimentaire. Et on ne devrait pas, en fait, pour moi, laisser les bénévoles être témoins de ces situations-là en leur demandant de faire quelque chose d'exemplaire sans leur donner les moyens de l'effectuer. Estelle, dans les actions mises en œuvre par la MIAM, qui ne sont pas seulement pédagogiques, comme on l'a vu, ces actions pour des meilleurs modes d'alimentation, comment se met en œuvre cette dimension de solidarité avec les plus fragiles, et notamment, est-ce qu'il y a eu des spécificités pendant les périodes de confinement, au-delà de la solidarité plus régulière que vous mettez en œuvre?
Ben oui, en fait, comme on le disait, je pense, au tout début, d'abord, il y a eu beaucoup plus de personnes qui nécessairement avaient besoin de se nourrir et de nourrir leur famille. Donc, on a ouvert, nous, on a la chance d'avoir un grand hangar avec un laboratoire de transformation alimentaire à l'intérieur. Donc, on a ouvert ce laboratoire et on a soutenu de façon hebdomadaire des familles du quartier. Alors, comme on est un centre social, une association créée par des habitants, on connaît en fait bien, puisqu'on est à échelle locale, tout petite échelle. Et donc les familles sont venues, beaucoup plus nombreuses que d'habitude, et ont bénéficié, j'ai envie de dire, de l'aide alimentaire, de cette organisation. Et on a pu distribuer beaucoup plus abondamment et à des familles qui en avaient le besoin. Donc ça, c'est une première chose par rapport à ce qui s'est produit sur le premier confinement. Donc ça représentait 200 personnes de façon hebdomadaire sur un petit bout de territoire. Voilà, sur Bordeaux-Nord. D'accord. Merci. Le sentiment fort qui m'a beaucoup touché, c'est le sentiment d'abandon. Aujourd'hui, je me suis senti abandonné par les institutions. Ça a été difficile. On a quand même la ville qui nous a mis à disposition un local. Mais sinon, sur un plan financier ou sur un plan, on a été très dur. L'État, aujourd'hui, nous a pas soutenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été soutenu que par le cœur de certaines entreprises, par le cœur de certains habitants qui avaient envie de donner à son voisin. Mais ce sentiment d'abandon, aujourd'hui, il a été très très dur. Et si on n'avait pas cette fibre sociale en nous, on n'aurait pas pu porter ces projets-là. Parce que ce que n'a pas été capable de faire la mairie, c'est mettre un accès, mettre des douches à disposition de ces gens. Ils auraient pu au moins avoir l'humanité et la décence de leur mettre ça en place. Je ne sais pas jusqu'où je peux le dire, mais je suis en colère envers nos élus, je suis en colère envers la société. Voilà, un sentiment d'abandon exprimé par ces personnes qui font des distributions, qui accompagnent les plus précaires, se sentir abandonné par les institutions. L'État n'a pas soutenu, en colère par la mairie, qui n'a pas mis des douches, etc. Cette colère qui s'exprime, donc cette conscience-là. Alors, pour illustrer ça, j'ai fait un petit calcul. Cette question de l'abandon des pouvoirs publics, finalement, des bénévoles et du travail bénévole. Je me suis appuyé sur les distributions alimentaires réalisées par le collectif Bienvenue pendant 14 semaines et j'ai essayé de calculer, de valoriser le travail bénévole, les dons et tout ce qui a été mis en œuvre pour cette période-là. Donc c'est quelques chiffres que je commenterai ensuite rapidement. Voilà. En tout, nous avons réalisé, le collectif Bienvenue a réalisé 4858 heures de bénévolat. Si je m'appuie sur le SMIC chargé, l'intégralité, le coût en termes de travail qui a été réalisé, c'est 70 018 euros 35 centimes, en gros 70 000 euros. Il y a eu des dons qui ont été faits par des entreprises. Là, je me suis appuyé sur les reçus fiscaux que le collectif Bienvenue a fait pour ces entreprises et sur une évaluation des dons qui ont été faits sans reçus fiscaux, par exemple par des particuliers ou d'autres entreprises qui n'ont pas demandé, à hauteur de 39 000 euros, à peu près 40 000 euros, j'arrondis. Il y a eu des achats de nourriture et des locations, notamment des locations de véhicules qui ont été faites par l'association, toujours le collectif Bienvenue, que j'ai aussi calculé, enfin j'ai pris la comptabilité tout simplement de l'association, à hauteur de 40 404 euros 6 centimes. J'ai arrondi à 40 000 euros. Et puis des prêts de véhicules, parce que beaucoup de bénévoles ont utilisé leurs propres véhicules. Il y a des associations qui ont prêté, comme Remue Ménage par exemple, qui ont prêté des camions, des véhicules, etc. Et donc il y a eu des prêts de véhicules, donc du carburant, etc. Ça qui n'a pas été payé directement, ce sont des dons directement, à hauteur de 40 000 euros, de 4 000 euros. Au total, donc, je donne le chiffre exact et puis après on ne parlera plus que de chiffres arrondis. Au total, 154 128 euros 47 centimes, donc environ 155 000 euros de valorisation des dons et du bénévolat sur les distributions pendant 3 mois du collectif Bienvenue. Les fonds perçus, parce qu'il y a eu des achats, les fonds perçus, 11 000 euros de subventions publiques, on peut les citer, 6 000 euros de la métropole, 2 000 euros de la ville de Bordeaux, 3 000 euros du département de Gironde.
15 500 € par des fondations, la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France, sur des demandes qui ont été faites spécifiquement, et 14 547 €, donc 14 500 € de dons de particuliers. Donc, l'argent qui est rentré, au total, 41 000 €, 41 500 €. En gros, c'est à peu près le montant des achats réalisés. Le collectif a réalisé à peu près 40 000 € et a rentré 41 000 €. Donc, sur les achats et le travail, la valorisation des achats et du travail évaluée à 150 000 €, les pouvoirs publics, les trois que j'ai cités, sont intervenus directement à hauteur de 11 000 €, c'est-à-dire 7,1%. Les financements effectués par les fondations, 9 500 par la Fondation Abbé Pierre et 6 000 par la Fondation de France, je n'ai pas intégré dans ces comptes-là parce que les subventions publiques n'interviennent que marginalement dans les ressources de ces associations. Par exemple, le compte de résultat 2019 de la Fondation Abbé Pierre fait apparaître des subventions à hauteur seulement de 2% du chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait marginal. Donc, on peut en déduire que 93% des actions qui devraient, selon la loi, être prises en charge par la puissance publique sont réalisées en réalité par la société civile et l'engagement des citoyens. Pour le seul collectif Bienvenue, la valeur du travail, les dons et des prêts s'élèvent à 155 000 € et n'a été pris en charge qu'à hauteur de 11 000 € par les collectivités. Autrement dit, cette association, uniquement bénévole, a mené des actions qui a fait économiser un minimum de 140 000 € à l'État. Je dis un minimum parce que je rappelle que j'ai valorisé le travail bénévole à hauteur simplement du SMIC, des agents de la collectivité ou des salariés d'entreprises privées qui auraient été mandatés par la collectivité pour faire ce travail auraient occasionné un coût salarial beaucoup plus important. Et peut-être on peut considérer que ce travail était mieux mené, ça on ne sait pas, mais en tout cas je le subodore, que s'il avait été réalisé directement par les pouvoirs publics. Enfin, je précise que ces chiffres ne concernent que les comptes du collectif Bienvenue et ne prennent pas en compte le bénévolat et les mises à disposition de matériel par Darwin, par exemple, qui a été le partenaire du collectif, parce que Darwin simplement m'a pas communiqué les chiffres pour cette analyse, et bien sûr de toutes les organisations qui ont participé à ces distributions. Entre de nombreux autres, les gratuits, Cécilia Fonseca est ici, mais aussi les Enfants de Coluche, les Diamants des Cités, la Maraude du Cœur, la Banque Alimentaire, les distributions effectuées par le CROUS pour les étudiants, et toutes les associations nationales, Secours Populaire, Croix-Rouge, etc., qui sont aussi intervenus. En définitive, si on tente d'extrapoler à l'ensemble des actions associatives et citoyennes les 150 000 € de valorisation des actions du collectif Bienvenue sur la métropole bordelaise, je pense, mais c'est qu'une estimation, que nous serions pas loin de 2 millions d'euros pour simplement ces 3 mois de confinement uniquement sur la métropole bordelaise. Et je vous laisse calculer, si vous en avez le courage, ce que cela peut représenter sur l'ensemble de la France pour une année complète. Voilà cette chose-là, ça me semble très important de devoir préciser et de pouvoir valoriser, et voire même valoriser comptablement, évidemment, ce que représente le travail bénévole et les dons citoyens. À l'échelle nationale, peut-être, David, avez-vous des chiffres ? Alors oui, ce qui est estimé au niveau national en 2016, donc là, le confinement, tout ce qui s'est passé, je pense, remet en cause tout ça, et l'évaluation que tu fais, elle est essentielle d'être menée en fait sur tous les territoires et à l'ensemble du pays pour qu'on se rende compte que la donne a changé. En 2016, donc l'aide alimentaire elle est valorisée à 1,5 milliard d'euros et la répartition c'est un tiers public, un tiers privé et un tiers de bénévolat. Donc là, sur la base de ce que tu nous racontes, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Donc les institutions ont contribué à hauteur de 7%. Et on peut, moi, sur ce que je vois, sur ce que j'ai vu de la métropole bordelaise, ça me paraît pas du tout aberrant de considérer que on est dans ces hauteurs-là. C'est vraiment une illustration très concrète de la place qu'ont pris les citoyens, la place qu'a pris la solidarité spontanée dans cette crise. Alors, du coup, on accuse les institutions, on accuse les élus, et eux vont sûrement dire qu'ils ont été débordés au même titre qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, finalement, personne n'avait prévu ça. Donc, on peut être d'accord avec eux. Mais il faut quand même... Il y a deux choses. Il y a de la part le fait que les institutions n'ont pas cette souplesse, cette capacité de réactivité qu'ont déjà les individus, les associations, les collectifs comme ça. Donc il y a eu cette période de 2-3 semaines où en fait tout a été bloqué, que ce soit les CROUS, les institutions, il y a eu un blocage complet. Et ça, je pense qu'ils ont des bonnes excuses là-dessus, mais il n'y a pas de politique cohérente, il n'y a pas de politique globale, il n'y a pas de... ils ont joué il y a eu du saupoudrage, tout le monde, je pense,
chacune de nos associations, à un moment donné, bénéficié, ou pas toutes, du coup, en tout cas, on a été sollicités, nous aussi, et comme d'autres, pour obtenir pour des subventions, pour jouer le jeu. Mais ça a joué peanuts résultat. Faut avoir bien conscience qu'il n'y a pas de politique globale au niveau alimentaire qui est pensée. Et c'est bien là où on peut quand même culpabiliser, en tout cas, le rôle des institutions. Et nous, en tout cas en tant qu'association, sur l'alimentation durable, sur la précarité alimentaire, on représente quelque chose. 93%, c'est pas rien. On représente quelque chose. Il faut peut-être qu'on se rende compte du rapport de force, du poids en fait qu'on pèse. Et aujourd'hui, du poids qu'on pèse pour amener une réflexion, pas juste sur des sous, des subventions qui vont permettre de, à un moment donné, colmater les brèches, mais sur une vraie politique publique cohérente. C'est peut-être ça, aujourd'hui, l'étape où on en est, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais peut-être que maintenant, on pose ces chiffres sur la table et on se dit, OK, ce qu'on a fait, c'est important, on va continuer à le faire, mais à certaines conditions. Oui. Estelle? Oui, je veux bien. Et au-delà de l'urgence, en fait, parce que là, on a traité, bien entendu, de l'urgence, et ce qui était premier, et la société civile a réagi fortement, et c'est là que, quand on parle qu'il n'y a pas de cohésion dans ce pays, c'en est une. C'est une cohésion sociale forte, et il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'on arrête de nous bassiner avec le fait que la France n'a plus de cohésion. Là, c'en est une démonstration et une illustration, mais je suis d'accord avec toi, David, aussi sur le fait qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde la question de l'alimentation de façon plus durable, de façon plus globale, qu'on s'en empare et que le pouvoir d'agir des habitants, avant celui du gouvernement, nous avons un pouvoir d'agir et à défendre et à mettre en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes de ce pays, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Parce qu'aujourd'hui, être pauvre en France, c'est pas non seulement manquer de moyens économiques, c'est aussi manquer de pouvoir d'agir. Et maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, des espaces de réflexion, des espaces citoyens dans lesquels chacun, on va se mêler de ce qui nous regarde. Et l'alimentation, ça nous regarde. Parce que tuer le mammouth, on fait ça depuis le début et depuis des siècles. Et donc, nous priver de ce droit-là, parce qu'on n'a pas de fric, c'est une aberration, voire une abomination. Merci Estelle de ce témoignage fort et cette prise de parole forte. Bénédicte, peut-être une réaction à la fois sur la question des chiffres et puis finalement sur la question et maintenant qu'est-ce qu'on fait une fois ces constats posés? Alors sur la question des chiffres, je pense que du coup toute l'ambiguïté aussi de réfléchir à ces questions d'aide alimentaire, c'est de vraiment voir que l'État se positionne en tant que payeur aveugle. Ce qui encadre le fonctionnement de l'aide alimentaire, c'est qu'il a délégué cette mission-là aux associations et que finalement, il y a une forme de déresponsabilisation de ce qui s'y passe. Donc, il délègue cette mission sans donner les moyens et en allant à coup de défiscalisation, en fait, d'aide pour assurer des stocks, pour finalement arriver à avoir une aide alimentaire qui coûte pas cher, qui coûte de moins en moins cher, mais finalement une aide alimentaire qui coûte pas cher et qui coûte de moins en moins cher, mais qui rapporte. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir aussi tous ces chiffres en tête pour voir que y a des politiques d'offres et de demande et que en ça, à partir du moment où on crée un marché, on va pas aller vers la lutte contre la précarité en réalité. Si ça permet de faire de l'argent, on va continuer à faire de l'argent parce qu'on est dans une société qui est comme ça, qui est capitaliste. Et c'est là aussi où il faut réinterroger les choses et commencer à agir à la source, je pense, reprendre les choses à la racine, comme ça vient d'être dit, c'est essentiel. Et je finirai sur deux choses. La première, c'est de rappeler que au-delà du rôle de distribuer de la nourriture, en fait, les bénévoles sur le terrain, ils ont un rôle pacificateur. Et c'est un peu ça que l'État demande et c'est ça qu'il attend sur les petites subventions qu'il donne. Ils attendent des bénévoles qui maintiennent la paix. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas toutes ces personnes qui donnaient à manger? Il y aurait peut-être des émeutes de la faim, il y aurait des vols, il y aurait des pillages. La situation, elle serait tout autre et ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que quand on parle de rapport de force, le rapport de force, il est là.
Parce que ici, dans le 93, puisque moi là je vous parle de Montreuil, le préfet a eu peur des émeutes de la faim et ils ont donné des moyens considérables. Ils ont fait des rallonges aux associations, ils les ont aidés en termes logistiques, etc. Parce que sinon, en fait, c'était vraiment la catastrophe par rapport à tous les gens qui vivent de manière précaire toute l'année et qui, du coup, ne pouvaient même plus survivre pendant la crise. Et après, de se dire qu'est-ce qu'on met en œuvre et qu'est-ce qu'on fait maintenant, je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est clair. En fait, il n'y a personne qui a une baguette magique pour régler le problème de l'alimentation dans son ensemble et des systèmes alimentaires, parce que l'alimentation, et particulièrement l'agriculture, se réfléchit dans un temps long. On a besoin de plusieurs saisons pour avoir des stocks, pour arriver à faire pousser certaines choses, et cette réalité-là, faut l'avoir en tête pour pas faire des politiques de coup par coup, mais bien avoir des projections à long terme qui permettent de prendre en considération, parce que là on a parlé en fait des violences qui sont faites pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais sur la question de l'alimentation, ceux qui ont un besoin de demander des aides aussi et qui n'arrivent pas à vivre sans, ce sont les agriculteurs. Et c'est pas normal de faire un travail et de ne pas être payé de son travail, mais d'être payé par des aides. Et eux aussi, je pense, ont un sentiment de honte et des difficultés par rapport à ça. Donc il y a vraiment tout un système à repenser, à réfléchir. Et c'est vraiment, bravo à toutes les organisations et toutes les personnes qui au quotidien œuvrent pour faire du bien autour d'elles, mais c'est bien plus que ça en fait, pour la vie, la survie, et faire circuler d'autres choses et montrer que c'est possible. Et voilà, je pense que c'est juste qu'il faut se donner le temps pour aller vers de plus en plus de possibilités et de moins en moins de subis de politiques en fait qui déshumanisent les liens humains, parce que là avec le Covid, je pense que ce qui manque aux gens dans les distributions alimentaires, c'est le fait de pouvoir se serrer les mains, c'est le fait de pouvoir prendre un café avec les bénévoles. Et ça disparaît en fait au jour d'aujourd'hui, et c'est aussi un gros problème. Les gens ne viennent pas chercher que de la nourriture à l'aide alimentaire. Merci. Il reste 3 minutes. Un dernier commentaire, une dernière réflexion, les uns, les unes et les autres. Bernie, peut-être ? Moi, je dirais, je suis totalement d'accord avec toi, Bénédicte, quand tu parles de paix sociale. Je suis persuadée que, bien évidemment, on l'a fait avec le cœur, on l'a fait avec nos tripes, mais à un moment, on s'est vraiment rendu compte qu'on était acteur d'une certaine paix sociale, parce que... Et je me disais, mais ça va aller jusqu'où tout ça ? Est-ce qu'on va avoir la force de tenir aussi ? Parce que cette période de confinement était très très longue. Mais d'ailleurs, il y a des associations qui l'ont écrit à la préfecture. On a écrit en disant, mais voilà, comment vous agissez ? Alors en plus, notre président, je sais pas, c'est pas le mien en tout cas, disait qu'on était en guerre, mais nous, on était on essayait de garder la paix plutôt que d'être en guerre. On était plutôt, on gardait une certaine paix, quoi. Mais tout ça avec le cœur, ouais. Vraiment, c'était important. David, pour le mot de la fin. Oui, le temps long, Bénédicte, ça me paraît important. Là où on parle d'urgence et d'action de terrain, de surmobilisation, dans les perspectives et le futur, moi, c'est ça que j'ai envie de nous donner comme défi, d'arriver à continuer à faire ce qu'on fait, mais à prendre le temps de préparer, de discuter de ça et de préparer la suite, puisque ça, effectivement, c'est pas un coup de baguette magique, c'est construire le futur et pas être dans l'attente de que on nous propose des solutions, que des solutions viennent d'en haut. On a déjà des solutions qui sont parmi nous, ce que fait l'AMIAM, le laboratoire de transformation, dont tu pourrais parler, Estelle, mais les émissions est terminée. Il y a des choses desquelles s'inspirer, et on est, encore une fois, légitime, en fait, pour réfléchir à de nouvelles politiques cohérentes. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous de ces passionnantes interventions. Dans quelques instants, nous allons pouvoir entendre la prestation tout à fait passionnante, là encore, d'Élodie Alice et Guillermo Loroata. Merci et à bientôt. Merci. Merci.
Yepa untakiazia yepa ye. Yepa untariazia yepa. Yepa ye 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 yepa ye. Yepa ye 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 yepa ye. Ponon vice. Quando tole. Naminu de icheo. Mwana mo agbon. Bweni naminu icheo. Wakana fon e kaka. Dokpele. Doveye tongbo e goitole. Kanogi go e. Dodo kunye ton leji. Yepa untariazia yepa ye. Yepa untakiazia yepa. Yepa ye yepa ye. Yepa ye yepa ye. Yepa untariazia yepa. Yepa untakiazia yepa. Tum tika kanta tika kikan kanta kum tika tika gung tika kanta tika kanta kum tika tika yepa yepa untariazia yepa untakiazia yepa untariazia yepa.